Si je devais résumer la vidéo d'aujourd'hui, je dirais c'était pas dingue, encore que. Vous êtes bien avancé avec ça, hein? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu, sera donc un point lecture, et je préviens tout de suite celles ou ceux d'entre vous qui potentiellement seraient complètement allergiques aux avis un poil négatifs. Je vous invite dans ce cas à arrêter et à fermer cette vidéo parce que malheureusement les avis d'aujourd'hui ne vont pas tous être très positif. Encore que, comme j'ai laissé sous-entendre, ça n'a pas non plus été complètement catastrophique sur toute la ligne. Il y a même une très bonne lecture dans les romans d'aujourd'hui. Mais j'avoue que dans le lot, il y a quand même de titres qui, pour le coup, ne m'ont franchement pas plu du tout. Mais comme je le dis bien souvent, malheureusement, la vie d'un lecteur, c'est aussi ça. Ce n'est pas que faire de très bonnes lectures épanouissantes, etc. C'est aussi parfois tomber sur des romans qui ne sont pas faits pour nous, qui à ce moment-là ne trouvent pas résonance, ou qui parfois, avouons-le aussi, sont de gros ratés. On a beau dire ce qu'on veut, et oui, je comprends tout à fait que les auteurs aient peut-être mis leur trip dans leur bouquin, mais malgré tout, parfois il arrive que certains livres soient tout de même de sacrés daubes, objectivement. Mais je vous rassure, en disant ça, je ne parle pas de ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Bref, trêve de blabla et passons tout de suite au vif du sujet, celui qui vous intéresse si vous n'avez pas encore quitté la vidéo, c'est-à-dire mes avis livresques des dernières lectures que j'ai pu faire. Alors je vais prendre les livres tels qu'ils sont là devant moi, il n'y a aucun classement particulier, c'est vraiment juste l'ordre dans lequel je vais les attraper. Et le tout premier dont je voulais vous parler, il s'agit de J'irai tuer pour vous d'Henri Levenbrück aux éditions J'ai lu. Et oui, là on est sur de la bonne grosse pavasse. Je crois qu'on est sur plus de 800 pages, ce qui explique qu'à la base, ce bouquin me faisait un peu peur. J'avoue que j'y allais un petit peu à reculons pour le sortir de ma pile à lire, mais c'est du coup enfin chose faite. Alors je vais essayer de bien me remettre les idées en place parce que j'ai lu ce roman il y a déjà un petit moment. Au niveau de l'histoire, on va être, j'ai envie de dire, sur deux axes principaux. D'un côté, on va se situer dans les années 80, on va suivre un groupe de la police française qui va enquêter, entre guillemets, sur une série d'attentats qui ont lieu en France. C'est la panique un peu partout. Alors, bien sûr, cette cellule ne va pas se contenter d'enquêter entre guillemets sur ce qui se passe sur notre territoire, mais va un peu plus remonter, on va dire, à la source, ce qui fait que l'on va parcourir comme ça de nombreux pays. Et en parallèle de ça, on va également suivre un autre personnage qui s'appelle Marc Masson, qui est un jeune homme, dirons-nous, qui au début de ce roman travaille pour une sorte de milice privée à l'étranger. Sauf qu'un jour, on va lui demander d'accomplir une mission qui ne correspond pas du tout à ses idéaux. Il va du coup déserter. Par la suite, il va prendre la fuite dans divers pays d'Amérique du Sud jusqu'au jour où il va être rattrapé par l'armée française qui l'a déserté. Et c'est là que l'on va lui proposer de devenir en quelque sorte une sorte d'agent secret de l'État français. D'ailleurs, tellement secret que finalement, l'État ne va reconnaître aucun lien direct avec lui. Grosso merdo, mec, on te donne des missions, tu les accomplis, et si jamais ça merde, tu te débrouilles, hein, nous on n'y est pour rien. Alors, il y a quelques années de ça, j'avais découvert Nous rêvions juste de liberté d'Henri Levenbrück, qui avait été un formidable coup de cœur, qui reste d'ailleurs à ce jour l'un de mes romans favoris. Du coup, j'avais très hâte de me replonger dans la plume de l'auteur et de voir un petit peu ce que ce nouveau titre allait me proposer, même si je savais pertinemment avant de le commencer que l'auteur était capable d'aller dans des genres littéraires très différents et de toucher à des thématiques très différentes. Tout comme Nous rêvions juste de liberté, J'irai tuer pour vous est un roman que l'on pourrait classer un petit peu comme un roman contemporain un peu noir. Ces deux romans ont donc cela en commun, mais c'est vrai qu'avec ce titre-ci, j'étais quand même très loin du coup de cœur que j'ai pu avoir pour son titre précédent. Je pense que l'une des choses qui fait que j'ai beaucoup moins apprécié J'irai tuer pour vous, c'est tout simplement parce que les thématiques et la toile de fond de l'histoire ne m'ont pratiquement pas intéressée. En effet, ce livre est un roman très politique, au-delà de la dimension traitant
des attentats et aussi un peu de la religion, même si on se rend quand même très vite compte que finalement la religion n'est qu'un prétexte. C'est pour moi vraiment une histoire qui tend à mettre en lumière les aspects peu reluisants de l'État français, les petits arrangements politiques en interne et également géopolitiques avec le reste du monde. Et c'est un univers qui, au-delà de m'intéresser assez peu, a vite fait, je l'avoue, de m'ennuyer et de me laisser sur le carreau. Pour moi, il y avait dans ce roman trop d'explications sur les différents services plus ou moins secrets de l'État, les groupes armés étrangers, la diplomatie, etc. etc. Et pour le coup, vraiment, c'était trop à mon goût. Et pourtant, il m'arrive d'apprécier des romans qui traitent de thématiques qu'au premier abord je n'apprécie pas ou pour lesquels je n'ai pas de connaissances. Je pense par exemple à certains romans de Franck Tillier qui traitent de sujets mathématiques ou scientifiques qui sont à la base dans la vie quelque chose qui a plutôt tendance à me rebuter et pourtant j'avais adoré ces titres-ci. Mais pour ça, il faut vraiment que ces thématiques soient vulgarisées pour être compréhensibles du plus grand nombre et donc de moi-même également. Or, ce que je reprocherais justement à J'irai tuer pour vous, c'est d'avoir peut-être été trop pointu sur les questions de politique, de géopolitique, et si je ne doute absolument pas que ça a dû complètement passionner les lecteurs férus de ce genre de thématique, je reconnais que pour ma part, je me suis assez souvent sentie un peu larguée et par conséquent, je me suis souvent sentie en dehors de l'histoire et absolument pas passionnée par ma lecture. Ce qui fait donc que je ne retournais pas franchement avec envie et entrain dans cette lecture et c'est dommage. J'ai également déploré finalement le peu de passages du point de vue des otages, qui concernaient vraiment les otages. On avait beaucoup plus finalement de passages racontés du point de vue des services de police. Or, ce fait du côté des otages était pour moi beaucoup plus intéressant et surtout permettait de ramener une dimension humaine qui m'a parfois un peu manqué. Il faut savoir que par de nombreux aspects, ce roman peut sembler très froid et factuel, mais j'imagine que c'est complètement voulu parce que c'est tout à fait en adéquation avec le fond de l'histoire et les thématiques abordées. Mais c'est vrai qu'on se retrouve du coup avec un roman dans lequel l'humain doit s'effacer devant l'institution, dans lequel, ouais, vraiment, l'être humain ne compte plus et où seul le pays, les apparences et les enjeux géopolitiques ont de l'importance. Mais c'est vrai que moi, en tant que lectrice, j'avais besoin de pouvoir me raccrocher à un peu plus de chaleur, à un peu plus d'humanité, et si cela pointait parfois par un moment, j'avoue que dans l'ensemble, ça m'a tout de même en général un peu manqué. C'est d'ailleurs l'une des raisons, je pense, qui fait que finalement je ne me suis absolument pas accrochée au personnage. Pourtant, l'auteur, pour le coup, prend vraiment le temps d'installer, de mettre en place des personnages avec tout leur background, j'ai envie de dire. Je pense particulièrement au personnage de Marc Masson, puisque on va revenir sur son enfance, sur son adolescence, sur sa vie de jeune adulte. Donc c'est vrai que l'auteur prend vraiment le temps de creuser son passé, sa personnalité, mais pour autant, je n'ai absolument pas ressenti d'empathie pour lui d'ailleurs, ni pour aucun autre personnage. Finalement, je pense que j'ai surtout apprécié dans ce roman les 150 dernières pages parce que dans cette toute dernière partie, les enjeux géopolitiques s'effacent pour mettre un peu plus en avant le côté humain. J'étais arrivée à un point dans le roman où ça a fait beaucoup de bien, où j'avais vraiment besoin de cette chaleur, de ces sentiments, de ces réactions humaines. Après toutes ces pages très froides, très factuelles, dans lesquelles Marc Masson agit comme un robot presque, ou en tout cas comme une sorte d'humain sans âme au service de l'État français, qui pour autant ne le reconnaît même pas. J'ai été, je crois, choquée et admirative à la fois de toute l'abnégation dont ce personnage a été capable. Et puis, comme à chaque fois, en tout cas à chaque fois que j'ai pu lire un de ses romans, avec Henri Lovenbroek, on se retrouve avec une toute fin qui est d'une tristesse infinie.
Et bon, étant donné que j'avais déjà chialé comme une madeleine à la fin de Nous rêvions juste de liberté, je n'ai pas trop été étonnée pour le coup. Niveau style d'écriture, rien à redire. Si, comme je l'ai dit, le côté très froid et factuel m'a parfois dérangé, j'ai très vite compris que c'était complètement inhérent à l'histoire qu'il souhaitait raconter. Malgré tout, derrière ça, on retrouve la qualité de la plume de l'auteur, sa finesse, son amour des personnages, le fait qu'il aille vraiment les creuser, les développer pour totalement leur donner vie. Aucun doute, cet homme a un vrai don pour l'écriture, mais il est vrai que les thématiques et le décor de cette histoire ne m'ont malheureusement que très moyennement parlé. J'ai par contre beaucoup aimé les remerciements à la toute fin de ce livre, et alors j'étais complètement sur les fesses d'apprendre qu'en fait cette histoire est en très grande partie inspirée d'un homme qui a vraiment existé. On est presque du coup sur une pseudo-biographie d'un inconnu du grand public, en partie romancée. En fait, on comprend très bien qu'avec ce titre, l'auteur a voulu mettre en lumière ces hommes de l'ombre et nous montrer à nous, simples lecteurs et citoyens lambda, ce qui finalement se passe en sous-main. Un roman d'Aurélie Wenbroek, donc une fois de plus, très qualitatif, très bien travaillé, mais qui malheureusement, moi, n'aura pas su m'embarquer, tout simplement parce que l'univers est trop éloigné de ce que j'affectionne, et également parce que les questions géopolitiques avaient en général tendance à m'échapper et à également m'ennuyer. Néanmoins, si ces thématiques vous intéressent vous, alors foncez, parce que tout du long, on sent complètement que l'auteur a bossé son sujet, qu'il a fait de nombreuses recherches. Il a d'ailleurs mis quand même 3 ans à écrire ce roman, ce qui n'est pas rien. On sent également que de nombreux aspects du coup de l'histoire sont totalement véridiques. Et de ce point de vue-là, je reconnais que c'est assez passionnant. Pour ma part, j'ai donc plutôt hâte de retrouver Aurélie Wenbroek dans un style et un univers qui me correspondront peut-être plus. Je sais que par exemple j'ai des romans de lui dans ma pile à lire qui sont plus dans un style polar historique et du coup je suis vraiment curieuse de voir comment il a pu s'en sortir avec cet exercice qui va être complètement différent de ce que j'ai pu lire de lui jusque-là. Si je devais donc résumer, je dirais qu'en définitive, on sent vraiment qu'il y a là derrière un auteur extrêmement qualitatif qui bosse et qui arrive vraiment à sortir des titres pointus, des titres ultra intéressants, mais c'est juste vraiment ce côté très politique, finalement, les thématiques abordées, et comme je le disais, la toile de fond qui ne correspondent juste pas à ce que moi j'apprécie, à ce que j'aime retrouver aussi dans mes lectures, parce que c'est vrai que pour le coup, ce ne sont pas des univers et des thématiques que j'associe à la détente, à l'évasion, etc., à finalement tout ce que je recherche dans mes lectures, ce qui fait que, par effet boule de neige, cette lecture-ci ne pouvait pas être pour moi signe de détente et de moments agréables, mais comme je l'ai dit, même si pour moi ça n'a pas été du coup une bonne lecture, je sais pertinemment que si vous aimez ces thématiques-là, alors vous trouverez votre compte sans souci dans J'irai tuer pour vous. Et après cette grosse pavasse, nous allons faire un énorme grand écart, puisque pour le coup, le roman suivant est tout petit, je crois qu'on est sur du 200 pages, voilà, tout petit peu plus. Et le roman donc dont je vais vous parler juste après, il s'agit de L'écrivain de la famille de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman, pour moi, c'est une sorte d'autobiographie sous couvert de fiction, puisque l'on va ici suivre de son plus jeune âge, parce que je crois que lorsque l'on commence le roman, il a 5 ans, le jeune Édouard qui un jour va griffonner 4 rimes sur un bout de papier, va écrire un petit poème comme en écrivent tout plein d'enfants, sauf que pour lui ça va être le point de départ d'une formidable aventure par la suite avec les mots, de la découverte du pouvoir des mots. Il va du coup se construire autour de ça et on va donc suivre le personnage d'Édouard, comme je le disais, de ses 5 ans à ses 40 ans à peu près il me semble. Et très clairement, tout du long, j'avais l'impression vraiment de suivre l'auteur, donc Grégoire Delacour, nous raconter sa vie. Alors il faut savoir que ce roman est en réalité le tout premier écrit par Grégoire Delacour et donc
à ce titre, j'avais très hâte de pouvoir le découvrir. C'est donc chose faite, et cette lecture n'a fait que renforcer mon amour profond pour cet auteur. Et pourtant, je ne partais pas très confiante parce que les premiers romans, c'est un peu, en général, tout ou rien, et malheureusement, c'est plus souvent rien que tout. Après tout, je pense que les auteurs sont comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Et du coup, il faut reconnaître qu'en règle générale, les premiers romans sont tout de même bien moins qualitatifs que ceux qu'ils peuvent produire par la suite. Et au final, et à ma grande surprise, ce roman-ci m'a beaucoup plus touché et plu que d'autres titres qu'il a pu écrire par la suite. Je pense même que ce titre sera désormais l'un de mes préférés de l'auteur. Alors après, je ne me voile pas la face, je pense très clairement que si ce roman m'a autant plu, c'est parce que de nombreux éléments et aspects de cette histoire ont trouvé une résonance en moi-même. Il faut savoir qu'il y est question dans ce livre d'une famille du Nord qui évolue dans des villes que je connais, qu'il y a tout un passage qui se passe en Belgique, un pays que là encore j'ai très bien connu, et également qu'il y ait beaucoup question dans cette histoire du monde de l'univers, de la publicité. Et là encore, c'est tout simplement le domaine dans lequel j'ai fait mes études. Voilà, je pense que vous comprenez mieux désormais en partie pourquoi ce roman m'a autant parlé. En le lisant, j'ai forcément beaucoup pensé à Frédéric Beigbeder, un auteur que j'ai énormément lu dans ma jeunesse, ou en tout cas dans ma vie de jeune adulte, puisque en effet, que ce soit l'histoire ou le décor, tous deux avaient un goût de Beigbeder sans la coke, les prostituées et avec un peu plus de tendresse. Pour ce qui est par contre des rêves passés au mixeur et des désillusions, les deux auteurs semblent partager la même vision des choses. Le style d'écriture est direct, à la première personne, avec des passages parfois très crus que je n'ai pas forcément appréciés mais dont j'ai compris l'utilité, et avec d'autres passages parfois d'une beauté folle qui viennent joliment balafrer l'ensemble. Et j'ai aussi beaucoup aimé toute la dimension familiale de ce roman, puisqu'on a vraiment une famille qui s'aime, qui se quitte, qui se déchire, qui se reconstruit et qui même parfois se hait. On est en présence de rapports parfois durs et tranchants, mais aussi à d'autres moments très tendre et émouvant. En fait, bien que ce roman soit court, comme je l'ai dit, les personnages y vivent et y expérimentent tout un tas d'émotions et du coup, là encore par ricochet, en tant que lecteur, on ressent également toute cette palette d'émotions. Ce roman, c'est aussi un roman qui parle de vieillesse, de regrets, de maladie et également de compromis. C'est finalement un roman qui parle de la vie au travers d'une famille qui est celle de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, puisque comme je l'ai dit, on va suivre donc Édouard de sa toute jeune enfance quand il va gribouiller 4 lignes d'un poème qui vont vraiment lui donner l'impulsion de l'amour des mots jusqu'à une trentaine d'années plus tard. Avec le personnage d'Édouard, on va donc traverser et revivre les années 70, 80 et 90 et j'ai vraiment adoré que l'auteur tout du long fasse énormément de références à ces différentes époques, que ce soit par exemple en évoquant les titres, les tubes qu'il y avait ces années-là, ou encore certains faits d'actualité relatifs à ces périodes. Alors bien sûr, comme j'ai dit tout du long de ma lecture, je ne cessais de voir au travers du personnage d'Édouard Grégoire de la Cour lui-même. Je ne sais absolument pas à quel point ce titre peut être autobiographique ou non, mais c'est vrai que lorsqu'on connaît un petit peu justement la vie et l'autobiographie de l'auteur, on se rend compte qu'il y a mis énormément de son vécu et de son histoire personnelle. Alors non, ce livre n'est pas parfait, et pour avoir lu d'autres titres de Grégoire de la Cour bien plus récents, il est indéniable que sa plume a évolué, qu'elle a gagné en maturité et en efficacité. Oui, dans ce roman, il y a une certaine folie dans le style, un peu débordante et grinçante par moments, mais malgré tout, ça reste une lecture
qui a su m'emporter et me toucher. J'ai vraiment pris plaisir à suivre cette famille, à voir et à vivre avec eux leurs petits et leurs grands malheurs et j'ai parfois ressenti de l'empathie et de la compassion pour eux. Un peu comme si je suivais l'histoire d'amis un peu de loin comme ça et je trouve ça assez fou d'avoir réussi à créer ce genre de sentiment chez un lecteur, chez une lectrice pour le coup. Un très beau roman donc sur la famille, sur l'amour, sur la puissance des mots et également sur les choix. Et donc c'est pour moi une très bonne lecture qui, je pense, sera même carrément un petit coup de cœur, bien que ce livre, comme je l'ai dit, ne soit pas parfait. Je sais pertinemment que ce titre n'a absolument pas fait l'unanimité auprès des lecteurs, mais pour ma part, j'ai trouvé vraiment que c'était un premier pas d'un auteur français discret mais doué et touchant que je compte personnellement désormais et depuis déjà un petit moment parmi mes auteurs préférés et ouais, tout simplement je crois que ce livre a su me parler et je ne peux que vous souhaiter qu'il sache également vous parler à vous comme ça a été le cas pour moi parce que dans ce cas, croyez-moi, vous passerez un très beau moment de lecture. Bon et alors là, je ne vais pas vous mentir, on va rentrer un petit peu dans le dur. Ouais, on va passer à des lectures qui pour le coup m'ont carrément moins convaincue. Et le premier dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Deux gouttes d'eau de Jacques Expert aux éditions Le Livre de Poche. Alors, j'ai fait l'acquisition de ce titre il n'y a pas si longtemps, mais voilà, le résumé me donnait vraiment beaucoup trop envie. En plus de ça, je sais pertinemment qu'en règle générale, Jacques Expert, ça se lit très bien. Du coup, c'est vrai que là dernièrement, étant donné que je n'ai pas énormément de temps à accorder à la lecture, je me suis dit, c'est le genre de titre parfait, page-turner, voilà, qui va me relancer dans un bon rythme. En plus de ça, comme je le disais, l'histoire m'intéressait beaucoup puisque dans Deux gouttes d'eau, au tout départ, on va se retrouver avec un inspecteur qui est dépêché sur une scène de crime particulièrement dégoûtante puisque l'on va retrouver le corps d'une jeune femme qui a été décapitée, la tête a été posée sur la table basse. Bref, c'est un bain de sang, il y en a partout, c'est juste l'horreur. Coup de chance pour eux, ils arrivent entre autres à avoir des bandes d'une caméra de surveillance près du domicile de la victime et l'on voit alors sortir et jeter un couteau dans le caniveau, ni plus ni moins que le petit ami de la victime, donc forcément on va l'arrêter, on l'accuse du meurtre. Oui, mais voilà, le garçon en question qui s'appelle Antoine dit non, ce n'est pas moi qui ai fait ça à ma petite amie, c'est tout simplement Franck, mon frère jumeau. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Bien sûr, en plus de ça, les deux frères jumeaux ont une particularité génétique extrêmement rare qui fait qu'ils n'ont pas d'empreintes sur les doigts, sur les pieds, etc. Et du coup, forcément, nos policiers se retrouvent un petit peu dans la panade, histoire de dénouer lequel des deux est le véritable assassin. Alors décidément avec cet auteur, c'est en général tout ou rien. Je l'ai déjà dit, j'ai eu d'énormes, oui je pense, des petits coups de cœur, en tout cas vraiment des lectures que j'avais beaucoup aimées dans sa bibliographie. Je pense par exemple à Hortense ou encore à qui sont vraiment deux titres qui pour le coup m'avaient complètement embarqué et convaincu. Malheureusement à côté de ça, j'ai déjà eu des déceptions et alors ce titre-ci, pour le coup, ça restera un gros flop. J'étais, comme je l'ai dit pourtant, ultra emballée par le concept de base. Je trouvais vraiment la thématique de la gémellité à la fois intrigante et intéressante, mais malheureusement, cela n'aura pas suffi à sauver à mes yeux ce roman. C'est typiquement le genre d'histoire, je trouve, que l'on ne lit finalement que dans l'attente de la fin. Et malheureusement, j'ai trouvé que le fin mot de l'histoire était assez prévisible et un peu décevant. Tout le long de ma lecture, je n'arrivais pas à me départir de ce sentiment que l'on tournait en rond, que l'auteur tentait de rallonger la sauce par tous les moyens, mais que concrètement, cette histoire aurait pu tenir en 100-150 pages. On sent que Jacques Expert est parti d'une idée globale, en tout cas concernant le dénouement, la fin, et qu'il a essayé de broder tant bien que mal une histoire, un roman autour de ça, mais il n'y avait rien à faire pour moi
c'était bancal. Je ne parlerai même pas des invraisemblances que j'ai pu noter tout du long, que ce soit d'ailleurs dans les réactions des personnages ou concernant tout ce qui touche l'enquête policière. En fait, c'est simple, je n'ai pas su rentrer dans l'histoire parce qu'à aucun moment je ne croyais en ce que je lisais. Je n'arrivais pas à m'immerger dans cette enquête qui pourtant à la base avait vraiment de quoi être intrigante. Et finalement, je lisais, je tournais les pages sans grand intérêt, juste dans l'attente d'être potentiellement surprise à la fin. Et alors, l'autre gros problème que j'ai eu avec ce titre, c'est que tous les personnages sont tout bonnement exécrables au possible. Là, ce n'est pas seulement que je n'ai pas su m'attacher à eux, non, c'est carrément que la plupart d'entre eux me débectaient au plus haut point. Alors, la palme revient sans conteste au grand Manitou de l'histoire, au commissaire, je crois, Laforge, ainsi également qu'à son adjoint. Là, pour le coup, avec ce perso, on est vraiment sur le stéréotype même du vieux flic qui se comporte tout du long comme un énorme connard, qui traite ses subalternes comme des moins que rien, qui abuse de sa position d'autorité, et ce, sans vergogne, hein, bien sûr. Je pense que ce monsieur devrait consulter d'urgence parce que de toute évidence, il a tout de même un gros problème de colère mal gérée et également d'ego mal placé, à tel point que, sincèrement, quand je lisais, je l'imaginais beaucoup plus facilement en psychopathe enfermé derrière des barreaux qu'en flic. On est donc sur un pseudo mal alpha à l'ego surdimensionné, adepte du rire gras et des phrases à 2 balles, et qui en plus, cerise sur le gâteau, est absolument incapable de se remettre en question. Bref, ce monsieur n'a décidément que des qualités. Il n'y avait donc absolument rien à sauver chez ce personnage, et malheureusement, son adjoint n'a pas réussi du tout à faire pencher la balance dans l'autre sens, puisqu'il n'est guère mieux. Ce qui fait que, en tant que lecteur, tout du long, on suit donc des personnages qu'on ne sait pas encadrer, et ceux d'ailleurs que ce soit ceux qui sont dans le camp des gentils, comme ceux dans le camp des méchants. Si encore il avait été écrit avec un minimum de finesse, pourquoi pas, mais là ce n'est même pas le cas. Alors je suis désolée si vous êtes un énorme fan de Jacques Expert, mais une fois de plus, ce n'est que mon humble avis. Je dis les choses telles que moi je les ressentis, et si vous avez adoré ce titre, eh bien, grand bien vous fasse. Tant mieux pour vous. Du coup, j'ai passé toute ma lecture dans une sorte d'énervement désagréable, et finalement, avec le recul, j'ai l'impression que ce titre ne m'a apporté que du négatif, ce qui explique donc, vous le comprendrez, mon avis du jour. Dans ce titre, ce n'était pas du noir et du sombre comme je peux parfois le trouver dans certaines lectures et comme je peux vraiment l'apprécier, bien que je sais cela met en scène des choses terribles. Non, là vraiment ce titre en fait m'a fait comme l'effet d'une mouche qui me tournerait autour et dont je n'arriverai pas à me débarrasser. La thématique de la gémellité, qui vous en doutez, est très présente, sauve un peu l'histoire, même si là encore je trouve que très sincèrement ça manquait de finesse à mon goût. La fin quant à elle n'est pas totalement ratée, mais comme personnellement j'avais vu venir l'espèce de rouage principal, et bien effectivement moi qui m'attendais au moins à être complètement chamboulée, à avoir un retournement de situation à la fin qui me laisse sur les fesses, et bien à ce point de vue là j'ai également franchement déchanté. Et c'est assez fou hein, parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé certains titres de l'auteur, et à contrario il y a aussi d'autres de ses romans que j'ai trouvé complètement ratés, et je me rends compte que finalement dans ces ratés entre guillemets, en tout cas dans ces livres que moi je n'ai pas appréciés, je retrouve des points communs, c'est-à-dire que bien souvent ce qui me dérange ce sont des portraits de personnages qu'il fait que je réprouve complètement, ou encore des gros manques de crédibilité. Vous l'aurez donc compris, pour moi Deux Gouttes d'eau aura été tout de même, il faut le dire, un gros flop. Ceci dit, ça ne m'empêchera pas de lire d'autres romans de l'auteur parce que, comme je l'ai dit, d'une part, finalement, ces romans ne me laissent jamais de marbre, et en plus de ça, si certains de ces romans ont été de grosses déceptions, à côté de ça, je sais qu'il sait aussi parfois me proposer des histoires qui m'embarquent et me passionnent complètement, comme ça avait été le cas, comme je l'ai dit, pour Qui ou pour Hortense. Alors, advienne que pourra, et croisons juste les doigts pour que ma prochaine expérience de lecture avec cet auteur soit plus réussie que celle-ci, s'il vous plaît.
D'ailleurs à ce sujet, si vous avez un titre de Jacques Expert à me recommander, un vraiment que vous avez trouvé génial, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, histoire que j'inverse un petit peu le karma avec Jacques Expert. Et enfin, je terminerai ce point lecture avec un autre bon gros bébé, de plus de 650 pages, puisque je vais donc terminer en vous parlant de l'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen, aux éditions, là aussi, le livre de poche. Alors pareil, j'ai acheté ce roman il y a finalement peu de temps, je l'avais d'ailleurs acheté en neuf parce que tout simplement je n'arrivais pas à le trouver en occasion. Je n'avais pas forcément prévu de le sortir rapidement, mais Virginie m'a proposé de faire une lecture commune autour de ce titre. Du coup je me suis dit, allez, c'est l'occasion, on se lance. J'ai donc lu ce roman dans lequel il va y être question au tout départ de deux amis qui sont des soldats britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, qui sont dans un avion pour une mission, sauf que voilà, leur avion va être touché, ils vont s'écraser en territoire ennemi. Alors je ne sais plus si c'est en Allemagne directement ou si c'est à la frontière, plutôt côté français. Toujours est-il donc que pour échapper à leurs poursuivants, aux nazis qui veulent leur mettre la main dessus, ils grimpent un moment dans un train qui s'avère être un train qui transporte des malades qui sont d'ailleurs des hauts dignitaires nazis qui vont être emmenés pour être soignés dans un hôpital psychiatrique. Ils vont du coup devoir se faire passer pour des hauts dignitaires nazis parce que forcément, s'ils se font démasquer, on ne donne pas très cher de leur peau. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque dans une seconde partie, on va également suivre l'un de nos deux soldats britanniques 30 ans après cette histoire. Alors, personnellement, ça fait désormais quelques années que je lis du Jussi Adler-Olsen, c'est donc un auteur que je commence à plutôt bien connaître, et du coup c'est vrai que j'étais quand même très intriguée de voir ce qu'il pouvait me proposer avec ce one-shot, puisque j'ai l'habitude de le lire dans sa saga policière. Entre deux, j'ai découvert que ce titre était en réalité le tout premier que l'auteur avait écrit, bien avant d'ailleurs ceux qu'il a pu sortir par la suite. Et malheureusement, ce titre, à mon sens, a beaucoup de défauts que l'on retrouve généralement dans les premiers romans. Habituellement, Jussi Adler-Olsen est vraiment un auteur que je lis avec plaisir, même si ses romans n'ont jusque-là jamais été de grosses claques. J'aime néanmoins beaucoup suivre sa saga du département V, et malheureusement, à contrario, l'unité alphabet sera pour moi là aussi un gros flop. Tout d'abord, il faut savoir qu'on est ici dans un type de récit très différent de ce que l'on peut trouver dans la saga du département V. Il faut savoir du coup que dans son autre saga policière, on suit tout du long un groupe d'enquêteurs auxquels on s'attache au fur et à mesure des tomes. On a toujours une enquête centrale et l'histoire est généralement toujours plutôt bien rythmée. Or, l'un des plus gros soucis que j'ai justement eu avec l'unité alphabet, ce sont ses longueurs. Et je rappelle que pourtant, je suis une grosse fan du King. C'est pour vous dire. Je me suis tout simplement ennuyée quasiment tout du long et de façon globale, je trouve que cette histoire manque cruellement de rythme. Comme je l'ai donc dit, dans la première moitié du roman, on a une grosse partie qui se déroule dans un train, puis une autre dans cette fameuse unité alphabet. Et jusque-là, je ne cessais de me demander quand est-ce que l'histoire allait réellement démarrer, parce que ma lecture jusqu'à ce moment-là était d'un ennui mortel. Ennui d'autant plus grand qu'en plus de ça, une fois de plus, je ne me suis absolument pas attachée au personnage. Pourtant, sur le papier, suivre ces deux amis britanniques qui se retrouvent pris au piège au milieu de l'ennemi nazi et qui sont obligés de fureter et de jouer finement pour ne pas se faire démasquer, c'est tout de même censé forcément susciter l'empathie. Eh bien là non. En plus du rythme très lent, tous les personnages avaient tendance à se mélanger. En bref, c'était lent, c'était flou tout du long, et du coup, ce n'était pas très agréable. En plus de ça, j'ai trouvé qu'à plusieurs reprises, on sentait vraiment le côté jeune auteur, parce que plus d'une fois, Jussi Adler-Olsen a amené des situations et certaines réponses censées faire avancer son histoire, mais de façon très maladroite et pas du tout naturelle. D'ailleurs, de façon générale, l'un des autres points qui m'a vraiment posé problème,
c'est qu'à aucun moment je n'ai cru en ce que je lisais. Une fois de plus. Vous remarquez quand même que généralement, ce qui fait défaut pour moi dans les lectures, c'est toujours à peu près la même chose. En fait, ce roman manquait cruellement de réalisme, de naturel et de véracité. J'avais, avant de commencer cette lecture, imaginé complètement plonger dans cette période sombre de la Seconde Guerre mondiale et en apprendre plus sur finalement ce régime nazi et ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu tramer dans leurs propres hôpitaux psychiatriques. Et finalement, je dirais que le côté historique de cette histoire n'est presque qu'un prétexte, n'est vraiment qu'une toile de fond à l'histoire, mais ne représente absolument pas l'intérêt premier de ce roman. Je n'ai donc rien appris de plus d'un point de vue historique parce que finalement, ce roman, c'est plus l'histoire d'une vengeance et d'une amitié qui se délite. Arrivé donc à la moitié, comme j'ai dit, on fait pour le coup un bond de 30 ans dans le temps et je me suis dit à ce moment-là, chouette, ça y est, le rythme va enfin prendre un peu de vitesse. Mais non, là encore, c'était raté. J'ai retrouvé dans cette seconde moitié les mêmes défauts que dans la première. En fait, je crois qu'au final, j'ai surtout apprécié les 2 derniers chapitres qui, pour le coup, présentaient un peu plus de profondeur ainsi que des réflexions plutôt intéressantes. Mais se taper 650 pages pour n'en apprécier que les 30 dernières, croyez-moi, c'est long. C'est très long. J'ai vraiment été déroutée parce que je n'ai rien retrouvé de ce que j'apprécie habituellement justement dans la plume de Jussi Adler-Olsen. Et en plus de ça, comme j'ai dit, je n'ai même pas pu me raccrocher à l'intérêt historique du roman parce que finalement il n'y en avait pas ou quasiment pas. Je pense qu'il faut finalement plus prendre ce roman comme un roman contemporain sur l'amitié, la vengeance et le mensonge que comme un thriller historique. D'ailleurs, côté suspense, là encore, c'était raté pour moi parce qu'à aucun moment je n'ai ressenti cette tension et cette envie pressante de dénouer un mystère que l'on ressent normalement dans les thrillers. Je ne m'étendrai donc pas plus que ça sur le sujet parce que, vous l'aurez compris, pour moi ce roman aura été un gros flop, aura été vraiment une lecture que j'ai ressentie comme étant pénible et fastidieuse. Excusez-moi, mais il faut appeler un chat et dire les choses telles qu'on le ressent. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, j'ai donc lu ce roman en lecture commune avec Virginie. Et malheureusement pour elle, elle a eu exactement le même ressenti que moi. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est une LC foirée? Je ne sais pas. Ça s'est très bien passé entre nous, mais c'est vrai que chacune de notre côté, on a un petit peu souffert avec ce bouquin. Un loupé donc qui peut peut-être s'expliquer, je pense, par le fait que justement c'était le premier roman de l'auteur. Après, j'imagine que c'est surtout la maison d'édition qui a peut-être dû le pousser à faire publier son tout premier roman, qui du coup a été en vrai publié bien après ces différents tomes de la saga du département V. Ça se fait de plus en plus, Je crois qu'ils avaient fait la même chose avec Michel Bussy, maintenant qu'il a du succès et qu'il vend bien. On était allé ressortir de Derrière les fagots le premier roman qu'il était allé publier il y a très longtemps sous un autre nom en se disant ça va nous permettre de vendre un petit peu plus de papier. Bon, à mon avis, c'est la même chose qu'ils ont fait ici. Heureusement, je sais pertinemment que l'auteur s'est grandement amélioré par la suite, ce qui fait donc que, malgré ce flop, je continuerai bien sûr à lire ses autres titres beaucoup plus récents, ces autres titres de la saga du département V, que pour le coup, j'aime beaucoup. Voilà, c'est donc malheureusement aujourd'hui un point lecture franchement en demi-teinte, mais je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai vraiment à cœur de ne pas faire de tri dans mes lectures, de vous livrer vraiment mes avis livresques tels qu'ils sont, sans phare, que ce soit autant pour les coups de cœur que malheureusement parfois pour les gros flops, les grosses déceptions. Voilà, il arrive à tout lecteur parfois de tomber sur des livres qui ne nous plaisent pas du tout. C'est par conséquent quelque chose qui m'arrive également. Ça a été le cas malheureusement plusieurs fois dernièrement, ce qui explique ce point lecture pas hyper positif. Mais j'ai bon espoir, je croise les doigts que pour le coup le prochain point lecture soit beaucoup plus pumped up. Envoyez-moi en tout cas de bonnes ondes, des ondes positives qui me permettront de choisir des titres qui seront plus des réussites. Parce qu'au-delà de ne pas prendre de plaisir à parler de choses négatives comme je viens de le faire,
C'est surtout que, en définitive, dernièrement, je ne me suis pas non plus éclatée dans mes lectures, et ça c'est quand même quelque chose qu'en tant que lectrice, j'aimerais éviter autant que possible. Bref, sur ce, vous le savez, si vous souhaitez tout de même discuter des lectures que je vous ai présentées aujourd'hui, bien sûr, je suis totalement ouverte à la discussion, et pour cela, les commentaires sont ouverts et vous attendent juste en dessous. Sur ce, je vous retrouve bientôt sur la chaîne pour, je ne sais pas, une pile à lire, un book haul, un point lecture, je n'en ai aucune idée, peut-être même un vlog. Qui vivra verra, en tout cas, si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, je vous donne du coup rendez-vous sur la chaîne. Et jusque-là, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!